écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Estelle Dossin, psychologue clinicienne, experte de l'émission Mariée au premier regard sur M6, dont le principe est que vous, experte, vous jugez de la compatibilité de deux célibataires qui vont se rencontrer donc pour la première fois le jour de leur mariage. Une émission qui marche fort en audience depuis 10 ans, qui marche moins fort en termes de solidité des couples créés. Sur la cinquantaine de couples qui se sont mariés au premier regard, tout au long de ces 10 saisons, seulement 2 seraient encore ensemble d'après Télé Loisirs. C'est très peu quand même. Alors c'est très peu. Ça, c'est une façon de voir les choses. En réalité, on est tout à fait dans la moyenne. Il faut savoir que 2 sur 50 ? Mais il faut savoir que 65% des couples se séparent dans la première année de leur rencontre. Et en fait, au moment où c'est diffusé, on est complètement... Non, au moment où on termine le tournage, on est complètement dans la moyenne. On est même au-dessus de la moyenne. D'accord. Nationale. Donc ça remet pas en cause vos méthodes. Non. Vous savez, nous, on établit des compatibilités et après, les personnes se rencontrent et travaillent pour leur couple. Il leur appartient de construire leur histoire. On n'est pas, comme je dis toujours, on les accompagne pas dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que une fois que les caméras sont plus là, c'est à eux de continuer d'exister et de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, à faire des concessions, enfin comme n'importe quel couple qui va se rencontrer, que ce soit dans un bar ou au supermarché. Et de faire grandir leur histoire. Mais alors c'est vrai que parfois on se dit que vous mettez pas toutes les chances de votre côté. L'an dernier, il y avait ce cas de figure assez étonnant, la candidate Marina qui vous a dit qu'elle n'était pas attirée par les chauves. Elle était chauvophobe, vraiment. Elle était chauvophobe, c'est ça. Elle disait pour elle c'est rédhibitoire et c'est un homme chauve que vous lui avez présenté le jour de son mariage. Alors, et donc on avait été très surpris. Je voudrais quand même nuancer, c'est qu'effectivement elle a dit que c'était rédhibitoire, mais elle ne l'a pas dit. Elle l'a dit au moment où elle a été interrogée par les médias. Au moment où on l'a rencontrée, c'était un critère qui ne lui était pas particulièrement favorable, mais qui n'était pas rédhibitoire. Ah oui. D'accord. Et nous, donc on vous en êtes tient dit, compte. on va passer au-delà de ça et on va tenter le coup. Quand les jeunes s'inscrivent, quand les participants s'inscrivent, certains nous prennent pour le Père Noël. Donc on a une liste longue comme le bras. Oui. Moi je n'ai de cesse de leur expliquer, et ça vaut pour vos auditeurs aussi, plus vous avez de critères, plus vous augmentez vos chances de ne pas trouver l'âme sœur. C'est comme quand on cherche un appartement finalement. Ouais. Il faut revoir ses critères. Donc il faut hiérarchiser ces Et critères. on peut aller sur un bien atypique. Exactement, sans balcon par exemple. Voilà. Faut faire des choix. Il faut hiérarchiser ces critères et faire en fonction. Donc nous, on réduit les critères qu'on nous demande et on établit avec eux leurs priorités. Mais alors là, pour cette 10e saison, vous annoncez un nombre record de couples toujours mariés à ce jour. Est-ce que M6 vous a mis quand même un peu la pression pour faire en sorte que plus de couples restent ensemble ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout, jamais. On a vraiment carte blanche avec Marie pour établir nos compatibilités. Non, personne on s'occupe pas de nous, entre guillemets. Évidemment, c'est un travail d'équipe, on en discute, on a énormément d'entretiens avec eux, entre nous, mais on ne nous met pas la pression. Non. Parce que qui décide ? C'est vous et Marie Tapernou, vous êtes les deux expertes qu'on voit en tout cas à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres experts en dehors ou c'est collégial ? Comment ça se décide ? Alors, il y a d'autres psychologues qui interviennent pour faire des entretiens cliniques, pour évaluer certains points du profil psychologique et qui travaillent avec nous en backup si besoin, pendant la diffusion ou après. Et alors cette année, vous annoncez un nouvel algorithme incluant la probabilité de coup de foudre sur une échelle de 1 à 10. J'adore. Alors ça, c'est vrai, quand on tombe là-dessus, on se dit mais c'est complètement fou. Mais en même temps, c'est vrai que ça paraît assez improbable de pouvoir prédire un coup de foudre. Comment est-ce que vous avez mis au point cet algorithme ? Bon, alors, excusez-moi, je vais mettre un petit peu la clim, je suis désolée. C'est très joli de l'appeler comme ça. Nous, Marie et moi, on l'appelle pas du tout comme ça. C'est comme ça que le raconte la voix off, en tout cas. Oui, bien sûr, mais nous, on est quand même les experts, on l'appelle pas comme ça. D'accord. Un algorithme se modifie de lui-même, c'est le principe d'un algorithme, surtout par rapport aux recherches qu'on fait. Là récemment, on s'est rendu compte que l'attraction physique était importante. On l'a toujours prise en compte. Ça a toujours été, on avait plusieurs moyens d'évaluer l'attraction physique et on l'a toujours pris en compte. Sauf que cette année, on s'est dit, si l'algorithme tend vraiment vers ça, parce que cette variable est nettement significative, on va lui accorder plus d'importance. Un coup de foudre, c'est quelque chose de physique ? C'est ça ce que vous nous dites ? Alors, un coup de foudre, c'est plusieurs choses. Psychologiquement, vous voulez une explication psychologique ? Oui, j'aimerais comprendre, moi. Alors, un coup de foudre, en réalité, c'est la rencontre de deux désirs. C'est-à-dire que
c'est comme deux appels d'air qui se rencontrent, qui se croisent au bon moment, avec un fort désir de trouver quelqu'un et l'opportunité énorme d'être en face de cette personne. Mais ça passe par le physique, principalement. Ça peut passer par le physique, mais il y a aussi plein de connexions qui sont inconscientes et qui vont être immédiates. C'est pour ça que c'est rare et c'est pour ça que c'est précieux. Parce que des personnes qui vivent un coup de foudre, la première chose qu'ils disent, c'est je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais c'est là où ça nous paraît surprenant de mettre ça en termes mathématiques, de mettre ça dans une équation en fait. Parce qu'on ne sait pas pourquoi effectivement. Non, ça on ne l'évalue pas parce que ça relève vraiment de l'inconscient et on n'est pas encore en phase 2. En revanche, nous ce qu'on peut contrôler effectivement, et c'est pour ça qu'on a accordé plus d'importance à cette variable cette année, c'est des critères physiques. Donc on a affiné les choses par rapport aux critères physiques pour augmenter nos chances. En tout cas, les candidats, c'est amusant de voir qu'ils sont toujours aussi émus quand on leur annonce qu'on leur a trouvé un partenaire en leur donnant le taux de compatibilité. Et moi donc. Et vous aussi. Les candidats, ils ont souvent des compatibilités autour des 80%, Estelle Dossin. Mais alors cette année, vous annoncez un record de taux de compatibilité entre deux célibataires, 90%. Alors ça, mais ça ne veut pas dire que ça a forcément marché pour autant. Je ne peux pas répondre à cette question, il faut regarder. Sur le papier, il y a quelque chose en tout cas. Voilà. Sur le papier, il y a quelque chose. Alors ce qui est génial, c'est que nous, téléspectateurs, on sait quel couple a ces 90% de taux de compatibilité. En revanche, les mariés ne le savent pas. Vous leur mentez sur le taux de vous leur dites pas 90%. Alors, vous biaisez un peu la chose, quoi. Oui, alors on en a beaucoup discuté avec Marie. On était très embêtés parce que on s'est dit qu'un taux de compatibilité comme ça pouvait être vraiment qui tout double. C'est-à-dire que soit vous apprenez que vous avez 90%, soit vous vous dites c'est du tout cuit, j'ai plus qu'à attendre que les choses se passent. Je fais pas d'efforts. Je fais plus d'efforts. Soit vous vous dites gros syndrome de l'imposteur, je vais jamais y arriver, je vais tout faire foirer. Donc on s'est dit on va garder cette information pour nous, pour augmenter. C'était pas par malveillance, bien au contraire. C'était pour qu'ils conservent l'envie d'y arriver et de construire leur relation. Comme je disais tout à l'heure. Exactement. Mais pour être concret, moi, si par exemple demain je fais un test avec ma femme, avec qui je suis depuis 20 ans en couple, est-ce que je vais avoir 90% de compatibilité à votre avis ? Elle m'a appelé hier et elle m'a dit que justement elle de son côté elle avait compté 27. D'accord. Donc si vous voulez, je consulte tous les jours. Non, mais on peut être en couple depuis très longtemps, on peut être très amoureux, avoir eu des enfants et pas forcément avoir un taux de compatibilité exceptionnel. Non ? Mais absolument. En fait, par rapport si, théoriquement, ça devrait... je veux dire, si vous passez 20 ans avec quelqu'un, c'est qu'a priori, vous êtes très, très compatible. Mais vous avez peut-être réussi à construire votre amour sans cette compatibilité. Et ça dépend de ce que vous appelez la compatibilité. En réalité, dans un pourcentage de compatibilité, alors tout le monde s'émerveille sur le 70 ou 80. Oui. Moi, en tant qu'expert, ce qui m'intéresse, c'est les pourcentages restants. Parce que c'est ça, la zone d'inconfort. C'est là qu'il va falloir bosser. C'est là qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et faire des efforts. Et je peux vous dire un truc, c'est que des couples qui vont être compatibles à 80%, les 20% c'est peu, mais c'est beaucoup. Moins il y a de pourcentage, plus ils sont résistants. Donc peut-être qu'avec votre femme, vous n'avez que 27%, d'après ce qu'elle m'a dit hier, mais n'empêche que vous avez réussi à construire votre relation, peut-être avec plus d'efforts. Mais ouais, c'est encore plus beau. Et puis alors la production, elle trouve toujours aussi des moyens, Estelle Dossin, pour renouveler le concept. Là, il y a plusieurs trucs qui sont bien trouvés. Vous allez marier deux célibataires qui se sont probablement déjà croisés, donc qui sont susceptibles de se connaître. Il y a un autre truc que vous avez fait, c'est que pour la première fois, deux sœurs célibataires vont se marier le même jour, et les 4 mariés vont partir au même endroit pour leur voyage de noces. Ils vont partir à 4. Absolument. Alors, on a pris des chambres séparées. Ça, c'est tendu, ça, c'est risqué quand même, de partir avec son beau-frère ou sa belle-sœur. Prenez des risques, de toute façon, marié au premier regard, c'est des risques. C'est des risques. Et je reviens juste sur le couple qui s'est déjà rencontré. En fait, ils ne se sont pas rencontrés. Il y a de fortes chances qu'ils se soient croisés. Mais croiser quelqu'un n'est pas le rencontrer. D'accord. Donc c'est quelque chose aussi auquel on a vraiment sur lequel on a beaucoup discuté avec Marie. Et alors je me suis demandé aussi, Estelle Dossin, pourquoi dans Marié au premier regard, il n'y a que des gens au physique plutôt avantageux. Ils sont magnifiques, globalement. Est-ce que M6 vous demande de ne garder que les beaux ? M6 nous demande rien, Thomas. Vous n'étiez pas là tout à l'heure quand j'ai répondu à cette question ? Non, mais c'est surprenant quand même. Non, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, on a 25 000 inscrits par an. Et vous choisissez les plus beaux ? Non, et je vais vous expliquer ce qui se passe.
Les personnes, c'est un processus de très longue haleine. Les gens se rendent pas compte, mais entre le moment où on s'inscrit peinard dans son canapé, comme ça, en se disant bon allez j'y vais pas, j'y vais pas. Finalement j'y vais, je m'inscris. La direction du casting les appelle dès le lendemain, et là il y a quelque chose qui se met en place. Mais beaucoup de gens s'inscrivent de manière très spontanée. Et mettre du temps à se rendre compte du processus, qu'il va y avoir des caméras qui vont être exposées. Et effectivement, les personnes qui ont un physique avec lequel ils sont à l'aise, au moins, vont être aussi plus à l'aise devant les caméras. On n'a pas pire juge que soi-même. Nous, on donne sa chance à tout le monde, peu importe la taille, le poids, l'origine ethnique, l'âge. Alors, on ne fait pas en dessous de 25 ans. Mais les âges, tout le monde me dit « Ah, mais vous mariez jamais des personnes de plus de 50 ». Mais si, on veut. Mais le problème, c'est que les gens qui n'ont pas assez confiance en leur physique abandonnent en cours de route. Il y a la séance d'essayage de robe de mariée qui peut être une séquence un peu compliquée. Mais même avant ça, je vous assure. Et les personnes de plus de 50 ans qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux vont être très insécurisées par ça. Est-ce qu'il y a un suivi de toutes ces personnes après parce que quand on le voit, il y a quand même pas mal d'échecs. Est-ce que vous les revoyez après? Parce qu'il peut y avoir des déceptions qui sont énormes quand on a cru à ce point-là que ça allait fonctionner. On les revoit pas. En revanche, on peut répondre à leurs questions. Oui, moi, il m'est arrivé d'échanger longuement avec une personne vraiment qui avait flanché parce qu'elle n'avait pas assez confiance en son physique. Elle ne se sentait pas digne, elle ne se sentait pas prête. C'était trop pour elle. Nous, on force jamais les gens. J'étais embêtée pour elle, mais j'ai accepté et je l'ai encouragée peut-être à faire un travail sur elle pour accepter l'image qu'elle avait d'elle-même. La nouvelle saison de Mariés au premier regard, la 10e, ça commence donc ce lundi à 21h10 sur M6. On a vu le premier épisode avec Anissa. C'est vraiment très réussi. C'est réussi. Et alors on retrouve tous vos conseils aussi dans ce livre, Tu mérites mieux, que vous avez publié, Estelle Dossin, sans leçon pour quoi? Pour te le prouver. Pour se prouver. Mais oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Thomas, merci Anissa.